Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence intitulée Partir à l'étranger, comment et qui peut m'accompagner? On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter nos invités qui ont accepté de participer. Merci à eux. Paola, tout d'abord, qui a étudié au Pays de Galles grâce à Erasmus+. Bonjour Paola. On a également Greta qui a réalisé un volontariat européen, enfin qui est en train de le réaliser d'ailleurs, via le Corps européen de solidarité. Elle est actuellement au CRIJ de Reims. Et puis, on a aussi Lionel qui, lui, est parti en Espagne, à Valence, pour effectuer un stage pendant lequel il était professeur de français. Donc, il nous parlera aussi de son expérience et le meilleur pour la fin. Je vous présente Raphaël, donc qui travaille au CRIJ de Reims, qui sera aujourd'hui notre expert mobilité européenne et qui va pouvoir vous donner des petites astuces, des petits éclaircissements sur tous ces programmes et tout ce qu'on peut faire pour partir à l'étranger. Bonjour Roxane, bonjour Paola, Greta et Lionel. Alors, je le précise, donc là, aujourd'hui, en marge de la conférence, vous allez avoir plus de 20, de 40 témoins, pardon, qui seront présents tout au long de l'après-midi, qui sont déjà partis à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à aller leur parler. Ils sont là pour ça, pour partager leur expérience. Donc voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Aussi, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On les traitera au fil de l'eau, au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre avec vos questions. Eh bien, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec toi, Paola. Donc, comme je le disais, tu es partie au Pays de Galles. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce que tu y as fait, pourquoi cette destination, combien de temps, enfin voilà. Bon, merci Roxane pour l'introduction. Et bonjour à tous. Donc, je suis partie pour un semestre au Pays de Galles en 2018-2019 lors de mon cursus LEA que j'ai fait en Allemagne parce qu'on avait un semestre à l'étranger obligatoire et je voulais améliorer mon anglais déjà. Et après, la ville où j'étais, Swansea, elle est vraiment à côté de la mer. Et je me suis dit, bon, étudier au bord de la mer, c'est quand même une expérience unique que je peux faire. Et donc, j'ai décidé de faire mon semestre là-bas. Décidé, c'est-à-dire, j'ai participé à une réunion d'information de mon université où la possibilité a été présentée. Et après, j'ai postulé et évidemment, j'ai été prise. Voilà. J'adore évidemment, j'ai été prise. Ce que je vous ai pas précisé, c'est que Paola est allemande, même si elle parle très très bien français. Et du coup, bon, cette expérience Erasmus plus d'études, ça t'a donné envie d'aller plus loin puisque aujourd'hui tu étudies encore enfin, en France et tu es même en stage, donc actuellement à l'association pour laquelle je travaille, à Christelle. Donc voilà. Et du coup, pour revenir sur ton expérience, est-ce que tu peux nous dire quel cursus tu as fait? Oui, alors j'ai fait un cursus de communication multilingue où l'équivalent en français serait LEA. Et donc j'ai étudié le français et aussi l'anglais. Et donc il fallait faire son semestre à l'étranger dans un pays qui était soit anglophone, soit francophone. Et j'ai fait le choix pour un pays anglophone. Mhm. Et du coup, au niveau des démarches pour réaliser cet Erasmus, c'était compliqué. Qui est-ce qui a pris en charge toutes les formalités Alors, il y a, je pense que c'est le cas pour presque toutes les universités, il y a un centre des relations internationales qui s'occupe un peu des étudiants qui veulent partir à l'étranger.
Et donc, moi, il fallait que je fournissais des documents, par exemple un CV, une lettre de motivation, et aussi mon relevé de notes, puisqu'il y a souvent pas beaucoup de place au Royaume-Uni. Et donc, il fallait que l'université fasse le choix entre les étudiants qui avaient postulé. Et après, il fallait également remplir les documents Erasmus. Euh, et c'était également le International Office, donc l'Office des relations internationales, qui m'a beaucoup aidé pour les démarches à suivre et qui ont toujours été là pour toutes mes questions. Mhm. Ok, peut-être une autre question qu'on peut se poser quand on part étudier à l'étranger, comment ça marche en termes d'équivalence au niveau des ECTS, enfin des crédits. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, effectivement, ça dépend du cursus, parce que pour moi, c'était un cas particulier, vu que le semestre à l'étranger était obligatoire. On était obligé de prendre 4 cours qui allaient un peu dans la même direction de notre cursus en Allemagne. Donc, par exemple, j'ai pris des cours de traduction ou de civilisation britannique. Mhm. Et après, il fallait juste réussir les examens, peu importe les notes qu'on a eues. Et on a reçu tous les crédits dont on avait besoin pour un semestre en Allemagne, donc 30 crédits, pareil qu'en France, je pense. Mais je sais que c'est pas toujours le cas. Donc ça dépend peut-être de l'université particulière. Mhm. Tout à fait. Et du coup, là-bas, tu as encore des amis ou des connaissances avec qui tu as tissé des liens au Pays de Galles? Alors, j'avoue que souvent, quand on part à l'étranger, on fait aussi des amis qui viennent de l'étranger. Et donc, j'ai toujours des amis que j'ai rencontrés pendant mon Erasmus, mais ce sont des amis américains ou canadiens. Et français aussi. Donc, aussi des amis étrangers. Mais oui, on est toujours en contact et c'est génial. Ok, super. Merci Paola. Merci. Donc toi, Greta, tu es en train de réaliser un volontariat européen. Tu es italienne Peut-être que et je reprends quelques. oui, Pardon, est-ce que je peux reprendre juste ou reprendre suite aux questions qui sont posées en ligne oui, avec le vas-y, petit je t'en prie. témoignage de Paola? Je me permettrai de faire un petit retour sur ce que dit chaque invité à l'issue de leur présentation. Alors, on pose entre autres une question sur si on ne va pas au sein de l'Union européenne, comment faire pour étudier. Alors, c'est vrai que là, vous avez compris que Paola elle est partie dans le cadre d'un programme européen, en tant qu'Allemande au Pays de Galles. Hein. Donc, avec un programme européen, donc c'est le programme Erasmus, Erasmus Plus en l'occurrence, c'est assez facile parce que tout est organisé par son université et l'université qui va l'accueillir. Et l'idée, c'est, vous l'avez compris, c'est de faire 6 mois ou un an d'études et après de revenir dans son université d'origine pour finir son diplôme. On n'a pas 6 mois ou un an à faire en plus. Ça, c'est le principe d'Erasmus. Pour ceux qui veulent partir hors Union européenne, ben, il y a deux possibilités. Soit son université ou son école a des programmes d'échange qui ne vont pas s'appeler Erasmus, mais qui vont s'appeler, je ne sais pas, avec le Québec, ça a un certain nom, avec les États-Unis, ça peut avoir un certain nom. Donc, chaque école a différents programmes d'échange hors Europe qui fonctionnent un petit peu sur le même principe d'Erasmus, mais peut-être pas avec le même fonctionnement. Et la deuxième possibilité, après, c'est de partir étudier soi-même. Donc ça, c'est aussi des questions qu'on nous pose régulièrement. Comment je fais pour m'inscrire dans une université en dehors d'un programme d'échange, parce que j'ai pas trouvé de programme d'échange ou d'école en France qui proposait une mobilité. Donc là, c'est ben, le parcours un peu plus compliqué. Il faut faire toutes les démarches soi-même, donc s'inscrire auprès de l'établissement bien en avance, hein, 6 mois minimum avant. Il faut chercher le financement, il faut chercher l'établissement, il faut chercher faire des demandes d'équivalence de diplôme, hein, si vous avez le baccalauréat. Donc c'est aussi possible si on cherche à aller dans un autre pays. Alors là, je ne vais pas balayer tous les pays du monde maintenant, mais moi je vous conseille de nous solliciter, de nous contacter à l'issue de la conférence ou sur le forum après la conférence, hein, qui dure jusqu'à 17 heures, et je vous dirai un peu, selon le pays qui vous intéresse, comment on peut s'inscrire en dehors d'un programme européen et en dehors de l'Union européenne. Voilà, c'est une demi-réponse que je fais, mais
C'est tout ce que je voulais dire. Après, non, sur le programme Erasmus, vous avez compris, on n'a peut-être pas abordé le côté financier aussi, peut-être avec Paola. Tu avais, si je peux te poser une question en plus, financièrement parlant, quel type de bourse tu avais, toi, pour vivre avec ce programme européen? Alors moi j'avais la bourse Erasmus et dans mon cas, le Royaume-Uni fait partie des pays qui sont assez chers par rapport au coût de vie. Et donc j'ai reçu la bourse Erasmus et je pense qu'à l'époque c'était 420 € par mois. Mais maintenant, je sais, vu que je fais un Erasmus aussi maintenant en France, que ça a évolué, et maintenant c'est beaucoup plus qu'il y a 3 ans. Alors, dernière précision, après je te laisse la parole, Roxane. Vous l'avez aussi compris, Erasmus au Royaume-Uni maintenant, c'est plus possible. À cause du Brexit, hein, donc le Royaume-Uni ne participe plus à aucun programme européen. Et en matière de financement, en Allemagne, il y a un certain type de bourse. Il y a toujours la bourse Erasmus. Donc en France, c'est la même chose. Vous aurez la bourse Erasmus qui qui est pas forcément énorme, mais c'est à peu près peut-être 200 € par mois en moyenne, on va dire. En France, on peut bénéficier d'une bourse du conseil régional selon la région où on est originaire. La région Grand Est, entre autres, en propose. Et puis on peut aussi avoir, si on est boursier, on peut avoir un complément de 400 € par mois. Donc là aussi, on peut vous informer sur quel soutien financier existe si on part avec un programme ou hors programme. Voilà, j'en termine là. Mais en tout cas, oui, vous l'aurez compris, le côté financier n'est pas nécessairement un frein en fait, puisque vous allez vraiment être accompagné, plutôt bien accompagné par le biais de ces différentes bourses. On va passer à Greta maintenant. Donc du coup, toi, tu es volontaire au CRIJ à Reims. Tu es italienne. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi réaliser un volontariat européen? En quoi ça consiste en fait? Et plus particulièrement, quelles sont tes missions au sein du CRIJ Grand Est? Alors, un volontariat européen, c'est un programme d'échange. Moi, je dis souvent, ici en France, c'est un service civique, mais à l'étranger et financé par l'Union européenne. Et donc, finalement, le but, c'est celui de s'engager dans une association qui peut être active dans n'importe quel domaine. Moi, je m'occupe d'information jeunesse, mais il y a beaucoup d'associations dans les domaines sociaux, avec des migrants, dans les domaines environnementaux. Et le but, c'est celui de s'engager et d'une certaine façon avoir, moi je dis souvent, un effet, un résultat sur la société locale, sur la communauté locale. Et moi, personnellement, je travaille au CRIJ, j'ai fait mon volontariat au CRIJ, dans un centre d'information jeunesse. Et mes missions sont autour de l'information sur la mobilité internationale et sur les volontaires européens. Donc, chercher à convaincre les Français à partir. Et aussi sur l'information à propos de l'Union européenne, de ce que l'Union européenne fait pour nous dans notre quotidienneté. Ok, et avant ce volontariat, tu faisais quoi en Italie? Alors, moi, j'ai terminé mes études, ma licence, en fait, en juillet de l'année dernière. J'ai étudié sciences politiques. Et donc, moi, personnellement, j'ai choisi de partir parce que j'avais besoin d'une expérience un peu pratique. Et j'aurais pu la faire en Italie aussi, mais personnellement, j'ai préféré aller à l'étranger. Et j'ai trouvé cette opportunité qui me permettait aussi ce que j'aime bien de volontariat, c'est qu'il permet d'avoir soit une expérience qui peut être professionnelle, parce que, au moins, dans mon cas, mes missions sont quand même un peu liées à ce que j'ai étudié. Et soit une expérience pour se découvrir, parce que c'est quand même du volontariat. Il y a de la solidarité dans le nom même du programme, qui est l'École européenne de solidarité. Et donc, oui. Et du coup, comment concrètement tu as trouvé cette mission? Bon, déjà, ça veut dire que tu avais entendu parler du volontariat européen, donc avec ce Alors, dispositif. moi, j'ai cherché sur Internet. Donc, moi, j'ai fait un parcours un peu à l'envers. J'ai découvert la plateforme
avant de découvrir vraiment qu'est-ce que c'était le Corps européen de solidarité. Et après, j'ai contacté une organisation parce que pour partir, il faut avoir une organisation d'envoi. C'est un peu comme faire un Erasmus études. Il faut avoir une université, il faut être inscrite. Donc moi, j'ai découvert la plateforme, j'ai candidaté et après, j'ai contacté une association. Tandis qu'au CRI, on fait un peu l'inverse. On accompagne les personnes qui veulent partir en volontariat dans la découverte de comment la plateforme marche, comment trouver un projet, comment candidater, comment maximiser aussi la candidature. Et oui. En tout cas, tu parles de plateforme. Alors peut-être pour nos auditeurs, on va le préciser. La plateforme, du coup, peut-être qu'on peut d'ailleurs mettre le lien, Raphaël. Mais c'est une plateforme qui recense toutes les opportunités de mission en Europe. Donc, elle est très riche. Vous pourrez y retrouver toutes les missions qui existent pour faire un volontariat, mais aussi dans le cadre d'un stage ou d'un job à l'étranger. Et du coup, est-ce qu'avant tu parlais un petit peu français? Quel était ton niveau de langue? Moi, j'ai étudié français pendant longtemps. J'ai commencé au collège, j'ai continué au lycée. Après, moi aussi, j'ai fait un Erasmus études. Dans mon cas, c'était en France. Donc, j'ai étudié aussi 4 mois en France, ce qui m'a beaucoup aidé. Mais je crois qu'en 6 mois, mon niveau a beaucoup augmenté, si on peut dire comme ça. Mais en fait, le côté linguistique, selon moi, c'est pas vraiment la chose la plus compliquée et il faut pas trop se préoccuper de ça. Moi, j'aime bien toujours présenter les mêmes exemples. J'ai une amie ici, volontaire, elle aussi, qui vient d'Espagne et qui est arrivée sans parler du tout la langue, mais vraiment elle comprenait ni un mot. Et peut-être que c'est aussi parce que l'espagnol et le français sont des langues assez proches, mais quand même maintenant elle est capable de soutenir une conversation en français. Elle va dans les magasins toute seule et elle a appris très vite la langue. Donc peut-être que si on va en République tchèque, c'est un peu plus compliqué, mais on peut quand même dépasser cet obstacle qui semble plus difficile à dépasser quand on est chez nous que quand on est dans les pays où on est installé. Ok, bah c'est bon à savoir. Et pour le côté financier, qu'est-ce qui est pris en charge pour toi? Qu'est-ce que tu dois prendre en charge? Alors, les volontariats européens, c'est 100% financier. Chaque mois, alors, les volontaires sont logés par l'association qui les accueille. Donc, c'est à l'association de trouver un logement. Ça peut être soit dans un bâtiment de propriété de l'association, soit dans une colocation, comme par exemple dans mon cas. En plus de ça, chaque mois, on reçoit de l'argent divisé en 2 parties. Il y a une cotisation pour les courses, pour faire les courses, pour les transports aussi. Et en plus de ça, de l'argent des poches. Et dans tous les 2 cas, l'argent est calculé sur la base du coût de la vie du pays de destination. Donc moi, en France, je pense que je reçois beaucoup plus qu'un volontaire en Pologne, parce que le coût de la vie ici est plus haut. Et en plus de ça, il y a aussi les remboursements des voyages d'aller et des retours. Donc mon voyage en septembre pour venir ici et mon voyage en juillet pour rentrer chez moi, selon un maximum défini sur la base de la distance entre l'avion et la destination. Donc, c'est très favorable. Moi, personnellement, j'arrive à vivre ici sans presque devoir demander de l'argent à mes parents. Donc, je suis ok, voilà. D'accord. Bon, super. Bah, merci pour ton témoignage, Greta. Raphaël, peut-être que tu peux nous compléter un peu sur ce dispositif qui est le Corps européen de solidarité. Oui. Même si Greta a très bien détaillé son dispositif. Moi, c'est un programme que j'aime bien, le volontariat européen. Je trouve que c'est presque le programme déjà qui est le mieux financé, beaucoup mieux qu'Erasmus études ou que Erasmus stage. On en parlera avec Lionel après, mais moi, c'est mon programme préféré parce que je trouve que c'est celui où on est peut-être le plus en phase avec la communauté locale. Donc, vous avez compris, c'est pas du tout pour étudier, hein, contrairement au témoignage de Paola qu'on a entendu juste avant. Greta travaille en fait. Le volontariat, c'est travailler dans une association. Hein,
un volontariat. Tu l'as pas précisé, je pense, mais c'est quand même sur une assez longue durée en général. C'est une petite année, 8-9 mois, pas moins de 2 mois, pas plus d'un an. C'est le principe du volontariat européen. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de condition de diplôme. On peut avoir une licence comme Greta. Moi, je vois beaucoup de jeunes Allemandes, hein. Je ne sais pas si Paola, tu l'as déjà fait, mais qui font ça après le baccalauréat, qui sont habitués, ou du Danemark, qui sont habitués à partir un an en volontariat européen ou autre. Il n'y a pas de condition de diplôme, il y a avoir entre 18 et 30 ans, donc ça laisse un certain nombre d'années pour se décider. Il n'y a pas de condition linguistique non plus. C'est vrai que si on fait un volontariat à Tallinn en Estonie, à Prague en République tchèque ou à Bratislava en Slovaquie, on n'est pas très nombreux à parler tchèque, estonien ou slovaque. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais donc un petit peu d'anglais va dépanner, mais c'est pas, faut pas être bilingue du tout. Hein. Donc c'est la principale condition, c'est avoir envie vraiment de s'investir dans ce que fait une association. C'est ça l'idée principale, de travailler sur un projet qui vous plaise et qui vous parle pendant une assez longue durée, avoir un petit peu la fibre un peu de l'engagement sur un projet. Alors Greta, c'est dans le domaine de l'information des jeunes, ça peut être dans le domaine environnemental, ça peut être un projet lié aux personnes âgées, aux migrants, aux luttes contre les discriminations, tout ce qui relève en fait du milieu associatif. Jamais dans une entreprise, ni dans une administration, ni dans un commerce, hein, bien sûr. C'est du volontariat, c'est bien financé aussi, on peut partir avec 0 € en poche. On rencontre pas mal aussi de jeunes Européens qui font aussi le volontariat européen, on est en colocation avec d'autres volontaires. Donc c'est vraiment le programme idéal pour moi. Pour partir, c'est une question de motivation. Et puis, alors, je vous ai mis le lien de la plateforme du volontariat, mais je déconseille vraiment de s'y plonger tout de suite. Ça peut en démoraliser certains ou certaines. En France, en général, si on veut partir, on peut se rapprocher d'une association de votre ville ou de votre région. Nous, en l'occurrence, c'est là où je travaille. C'est pas moi, mais c'est un de mes collègues, un Gilles Buffet, et Greta aussi, qui sont chargés de rencontrer les candidats au départ et qui vont leur dire comment trouver la fameuse association parmi les 7000 qui existent en Europe, hein, qui pourrait l'accueillir, dans quel type de mission, dans quel pays, à quel moment. Voilà, ça c'est vraiment le principe du volontariat. Alors, il y a d'autres formes de volontariat. Là, comme pour les études, hein, on me demande des fois, je voudrais faire du volontariat, mais hors Europe. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, ou plus du volontariat humanitaire, ou de solidarité internationale, ou simplement l'été. Alors là aussi, on pourra aussi vous parler de chantiers internationaux, de volontaires de solidarité internationale, ce qu'on appelait un peu l'humanitaire avant, mais c'est plus trop le terme qu'on utilise. Hein. On parle plus de volontaires de solidarité internationale. Vous avez aussi des témoins qui sont sur la plateforme aujourd'hui jusqu'à 17h par rapport à ces témoignages-là, ou un chantier international d'été. Donc il y a 5-6 formules différentes de volontariat. Le volontariat européen, c'est le plus, je pense, c'est le plus, pas le plus intéressant, mais le mieux organisé, on va dire. Et on peut le faire, voilà, pour peu qu'on soit intéressé par une expérience un peu différente. C'est pas des études, c'est pas un travail professionnel comme ce que va nous présenter Lionel après, mais c'est aussi une forme de mobilité on en parle aussi de plus en plus en France. Hein. Moi, je vois, on peut faire ça pour une césure, après le baccalauréat. Donc, je conseille fortement de se pencher sur ce type de mobilité-là, après le bac, avant le bac, ou plus tard, peu importe. Hein. Voilà, pour le moment. Merci Raphaël. Et du coup, eh bien Lionel, voilà, c'est à ton tour de nous raconter un petit peu ce que tu as vécu à Valence. Alors, je crois que tu es parti en 2019, 2020. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Bonjour à tous. Merci Roxane. Oui, je suis parti donc de décembre 2019 jusqu'en juin 2020, donc durant 7 mois, à Valencia en Espagne, Valence en français. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville sur la côte est, bord de la Méditerranée, en gros entre Barcelone et Murcie, Alicante. Voilà, donc à l'est de l'Espagne. Donc je suis parti avec le programme Erasmus+, pour faire un stage professionnel donc de 7 mois en tant que professeur de français langue étrangère, donc professeur de FLE. Donc j'étais dans une école de langue donc à Valence, et donc j'observais l'enseignant donc avec les élèves, et j'étais amené également parfois à participer en participant au cours en fait, donc en faisant le cours auprès des élèves, en aidant les élèves s'ils avaient des difficultés,
à faire les exercices, etc. Donc voilà, donc c'était Erasmus+, à Valence. Donc j'ai connu ça grâce en fait à Pôle emploi. J'étais inscrit à Pôle emploi à ce moment-là et je voulais absolument partir en Espagne. C'est mon rêve depuis toujours, de travailler, de vivre en Espagne. Et donc, euh, et donc avec Pôle emploi, ils m'ont mis en contact avec une conseillère mobilité internationale. Et c'est cette personne, cette conseillère, qui m'a parlé du programme Erasmus+. Donc je me suis renseigné sur le programme et donc j'ai pu partir voilà, à Valence pendant 7 mois grâce à ce programme. Et du coup, l'annonce, enfin l'offre de stage, tu l'as trouvée par le biais de cette personne qui était conseillère? Alors l'offre de stage, non, en fait, donc j'ai directement demandé à participer au programme Erasmus+. Donc elle m'a envoyé les démarches à réaliser, les pièces à joindre. Donc d'abord, il y avait un prérequis, c'était d'avoir au moins un niveau B1 en espagnol, Mhm. B1, B2. À ce moment-là, j'avais un niveau A2. Donc j'ai dû encore un peu travailler mon espagnol pendant quelques mois. Et donc j'ai repostulé au bout de 5-6 mois pour participer au programme Erasmus+. Donc je devais dire en fait ce que je voulais faire, dans quel domaine je voulais travailler. Donc j'ai dit que je voulais travailler dans une école de langue en tant que professeur de FLE, de français langue étrangère. Et donc après j'ai eu un entretien à Strasbourg, donc avec l'association Parcours le Monde, donc qui m'a suivi durant ce programme Erasmus+. Et voilà, par la suite j'ai été accepté, j'ai pu faire ce programme à Valence. Ok, très bien. Et du coup, bah, j'en conclus que tu es parti en période de Covid. Est-ce que ça a impacté ta mission au quotidien? Alors, ça a un petit peu impacté la mission, effectivement, parce que les cours donc étaient en présentiel. Et avec le confinement, les cours étaient en distanciel par Zoom, par Internet. Savoir qu'en Espagne, c'était un confinement plus strict qu'en France. On ne pouvait pas sortir pour se promener, uniquement pour faire les courses ou aller chez le médecin ou une urgence. Et donc, bah, j'étais tout le temps à l'intérieur, hein, pratiquement ouais, tous les jours, toute la journée, sauf pour sortir faire les courses. Et donc, c'était en distanciel jusqu'au mois de juin. Donc, durant mars, avril, mai, juin, durant 4 mois en distanciel. Mais tout s'est bien passé, quoi. Malgré tout. Malgré tout, oui, 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 voilà, malgré tout, on va dire. Mhm. Et du coup, j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que par rapport à quelqu'un qui a étudié en France et qui est pas parti à l'étranger, dans quelle mesure, toi, ton profil, il peut faire la différence? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ou peut-être que des recruteurs t'ont fait des commentaires par rapport à ça? Alors, j'ai pas eu de retour de recruteur par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un gros plus sur le CV d'être parti à l'étranger. Ça montre qu'on est autonome, qu'on a de la motivation, qu'on a du courage, qu'on apprend une autre langue si c'est un pays qui n'est pas francophone. Donc pour moi, c'est un vrai atout de partir à l'étranger. Il y en a la chance d'être aidé financièrement et d'être suivi par des associations. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir et c'est un gros plus pour le CV et au niveau d'expérience professionnelle, oui. Et du coup, tu as parlé de bourses. Il existe aussi des bourses quand on fait un stage Erasmus+. Pour toi, ça représentait quoi à peu près cette bourse-là? Donc la bourse, elle a été versée par l'association Parcours le Monde en partenariat avec Pôle Emploi. Donc j'ai eu le billet aller-retour en avion qui a été payé, qui est compris dans les 275 euros de forfait transport. Donc qui couvre l'avion et également le trajet entre l'aéroport et le lieu d'hébergement. L'hébergement a également été, c'est pas moi qui le payais, il était payé par Pôle Emploi et l'association. Donc c'est un hébergement que l'association m'a trouvé en colocation, donc sur Valence. C'est également l'association qui m'a trouvé le lieu de stage. Donc on s'occupe ni de trouver le lieu de stage, ni l'hébergement. L'association s'en occupe, il faut uniquement dire dans quel domaine on souhaite travailler en fait. Et j'avais également 450 euros par semaine de bourse et 100 euros au retour du stage. Donc on va dire 450 euros x 7.
plus 100 € au retour, plus les 275 € du forfait aller-retour en avion et du transport. Et ça Mhm. m'a largement suffi. Après, l'Espagne, c'est pas un pays cher. Je pense que dans un autre pays, comme l'avait dit Paola, je crois, Greta, dans un autre pays, je pense que c'est indexé à l'inflation et voilà, selon le coût de la vie. Ok, d'accord, merci. Merci pour De ton rien. retour d'expérience. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat, Raphaël. Non, mais je peux quand même rajouter quelques informations pour ceux que ça intéresse. Hein, donc vous avez compris, là, encore une troisième expérience très différente hein, avec Lionel qui est parti travailler. Alors on a souvent beaucoup de jeunes qui veulent partir travailler, des jeunes diplômés qui veulent partir travailler dans un autre pays. Trouver un emploi directement en tant que jeune diplômé, c'est pas toujours facile. Il faut être pas bilingue, mais quand même bien se débrouiller. Il faut avoir une expérience professionnelle conséquente. Et moi, je trouve que ce programme-là, Erasmus Plus demandeur d'emploi, qui est pas très connu encore, hein, mais qui se développe de plus en plus. Il y a Pôle emploi, il y a Parcours le Monde en région qui gère ce dispositif-là. Ça permet un petit peu de commencer à avoir une première expérience professionnelle qu'on ne pourrait pas avoir sans ça. C'est un peu une entrée en matière. Faut avoir un projet professionnel simplement. Si vous dites, faut avoir une petite idée derrière la tête. Hein, et avoir un projet, il faut postuler de quel type de poste on voudrait exercer, dans quel pays, dans quelle région. Et c'est un soutien donc appréciable pour vivre une première expérience professionnelle. C'est aussi financé, vous l'avez vu avec Lionel. Donc c'est une des rares possibilités hors études, hors volontariat, et là qui correspond vraiment à des profils de jeunes qui ont un projet pro, comme je me répète un petit peu, hein, qui ont un projet professionnel en disant voilà, j'ai telle formation, j'ai telle expérience, je voudrais travailler dans tel domaine ou tel autre domaine ou dans tel autre secteur professionnel qui me parle. Voilà. Quoi d'autre par rapport à ça? Il y a d'autres formules, on parle parfois aussi des fois du VIE, qui est un peu plus pour les hauts diplômés cette fois-ci, le VIE ou le VIA. Ça aussi, je pourrais vous en parler. Je pense qu'il y a aussi des témoins sur la plateforme qui sont en ligne aujourd'hui et aller discuter après avec Lionel hein, pour savoir concrètement comment ça s'est déroulé pour trouver ce poste à Valencia. Voilà, j'ai pas de. On a une question dans le chat. Vous cherchez aussi des stages pour les étudiants ou vous faites que Ah ben, des témoins? alors là, je vais reprendre plus ma casquette en tant que centre information jeunesse. Nous, on a les deux types de questions. On a des jeunes, donc comme Lionel, qui cherchent à avoir une expérience professionnelle en dehors de leurs études, qui ont fini leur diplôme ou leurs études, quelles qu'elles soient, qu'on ait un CAP, un bac pro, un BTS, une licence, un master, un DUT, peu importe. Donc on veut avoir une expérience hors diplôme et faire son stage ou son expérience pro hors diplôme. Ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre. Et un exemple de réponse, c'est le témoignage de Lionel. Et après, c'est vrai qu'on nous pose beaucoup de questions. Et là aussi, on n'a pas de témoignage aujourd'hui, mais il y en a sur la plateforme aussi. Beaucoup d'étudiants, pendant leur cursus, cette fois-ci, cherchent à faire des stages à l'étranger. Parfois, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, les universités, les BTS aussi. Là aussi, on propose, nous, alors, là, je fais un peu ma publicité, on propose un peu des ateliers, soit en ligne ou des entretiens individuels, hein, où on va aider des jeunes à trouver leur stage dans une entreprise. Alors moi, c'est ce que j'appelle un petit peu la méthode des 3 A. Vous trouvez un stage en entreprise pendant ses études. La méthode des 3 A, c'est quoi? C'est où trouver des A comme annonce, A comme annuaire, A comme agence. Même si le côté agence de placement, ça je déconseille un petit peu dans un premier temps. Donc on va vous dire où trouver des annonces, des offres de stage, et surtout comment élaborer soi-même sa mailing list, sa liste d'entreprises que l'on va contacter spontanément après en vue de proposer sa candidature à un stage. Donc ça, c'est des choses qu'on a régulièrement. Contactez-nous directement et précisez-moi dans quel cursus vous êtes, quel type de stage vous cherchez, dans quel pays, dans quelle région, combien de temps. Et soit on fait un atelier, soit on fait une recherche ensemble de façon à avoir trouver des contacts d'entreprises qu'on puisse contacter spontanément pour envoyer vos candidatures. Il n'y a pas de mystère, hein, c'est ça. La troisième solution, c'est passer par une agence. C'est souvent ce qu'on trouve en premier sur le web. Lorsqu'on tape, je sais pas, internship, traineeship ou practicum, on va tomber sur des agences intermédiaires qui, moyennant finance, vous trouvent le stage. Ça, je déconseille dans un premier temps. On peut trouver un stage à l'étranger pendant ses études sans avoir à payer une agence. Il y a une petite méthode à avoir, si on est habitué, on peut bien vous accompagner pour ce type de recherche-là.
Donc, vous aurez notre contact sur la plateforme. N'hésitez pas après à me contacter à l'issue de la conférence et on en discutera en bilatéral à chaque fois. Dans tous les cas, on est bien d'accord que c'est quand même l'étudiant qui doit faire une recherche proactive. Il peut être accompagné, par exemple, par le CRIJ ou nous, au niveau de Christelle, on peut aussi vous accompagner dans la rédaction de votre CV, de votre lettre de motif, vous aiguiller vers des entreprises. Mais encore une fois, c'est bien l'étudiant qui doit. Souvent, alors, sauf quelques écoles, sauf peut-être avant le baccalauréat, lorsqu'on est en bac pro ou autre, c'est l'établissement qui va chercher les lieux de stage, c'est normal. Mais lorsqu'on est post-bac, souvent votre école, sauf exception, hein, dans un premier temps, elle va vous dire débrouillez-vous pour trouver un stage. Et c'est un peu l'aventure, hein, souvent c'est une première. Donc contactez-nous, on est vraiment habitués sur quelle méthode faire, comment se présenter, comment postuler. Hein. On a souvent tendance un petit peu à vouloir candidater un petit peu à la française. Donc il y a des petites choses à savoir pour pas perdre de temps, pour pas se disperser, pour être le plus efficace possible, très pragmatique et assez rationnel. On peut faire une méthode rationnelle pour s'organiser et puis gagner du temps et puis trouver le stage qui correspond à ce que vous recherchez. Ça c'est possible, il y a plein de choses à vous dire et pour vous accompagner, il n'y a aucun souci. Ok, super. On a une autre question. Comment est-ce que Lionel a fait pour améliorer ses connaissances linguistiques avant de partir? Oui, parce que tu as dit que tu avais dû te mettre à niveau, mais très concrètement, comment tu y es pris? Oui, donc j'avais un niveau A2. C'est vrai qu'il fallait un niveau B1 voire B2, donc c'est quand même assez costaud. En fait, on m'a proposé. Donc tout d'abord, pour évaluer mon niveau, en fait, ils m'ont proposé un test de langue, en fait, un test de niveau en espagnol pour voir mon niveau. Voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Ensuite, ils m'ont proposé de mobiliser donc mon compte CPF, mon compte personnel. Alors, quand tu dis il, est-ce que tu peux préciser de qui tu parles? Oui, bien sûr, je parle de l'association Parcours le Monde. C'est eux qui m'ont donné le lien pour évaluer mon niveau en espagnol et qui m'ont dit donc par la suite qu'il faudrait encore un petit peu plus pour pouvoir faire le stage Erasmus+. Voilà. Je précise juste pour les internautes que Parcours le Monde Grand Est, c'est une association qui est basée à Nancy, qui est aussi une association spécialisée dans la mobilité européenne. Donc voilà, n'hésitez pas à rechercher aussi l'information pour les rencontrer si vous avez le projet d'un stage à l'étranger. Voilà, donc ils m'ont proposé de mobiliser mon compte personnel de formation. Donc si jamais vous avez déjà travaillé avant, normalement vous avez des heures de formation qui sont converties en euros que vous pouvez investir en fait dans une formation. Donc selon le montant, vous n'êtes pas obligé de régler la formation, ça dépend le montant que vous avez à disposition. Donc il faut s'inscrire sur le site Mon compte personnel de formation. Et on m'a proposé donc de prendre des cours de langue au Centre d'études des langues. Ça s'appelle le CEL. Je pense que ça existe dans toutes les villes en France. En tout cas, moi, à Colmar, il y en a un. Et en fait, je me suis rendu compte que le coût de la formation était assez élevé et que j'avais pas assez sur mon compte personnel de formation. Ça me revenait trop cher. Donc, j'ai choisi de m'améliorer de manière personnelle. Et j'ai fait connaissance d'un site internet qui s'appelle Espagnol Pas à Pas. Bon, je vais lui faire de la pub, il sera content. Il s'appelle Karim, en fait, c'est un Français qui est à Barcelone et qui donne des cours aux Français qui sont en Espagne ou qui veulent améliorer leur niveau en espagnol. Et donc, on travaille sur les 5 compétences, hein, sur les compétences orales, écrites, expression écrite, parce qu'on a des formations qui sont payantes, mais vraiment pas très chères. Donc ça s'appelle espagnolpaapa.fr. Et grâce à ça, j'ai pu au bout de 6-7 mois, j'ai pu passer au niveau B1, à peu près B1, B2. Surtout au niveau de la conjugaison subjonctif, qui est très important en espagnol, qu'on n'a pas en français. Donc ça posait plein de problèmes. Et donc ça m'a permis de passer au niveau B1, B2 et donc d'améliorer mon niveau. Et après, j'ai travaillé personnellement aussi avec d'autres sites internet où j'ai également parlé avec des Espagnols en ligne sur des sites d'applications, sur des applications où on peut parler, échanger en fait en notre langue, français, espagnol, français, italien, français, anglais, etc. Voilà. Donc au bout de 6-7 mois, on peut passer d'un un niveau supérieur ou 2 niveaux, si on est très motivé hein, et si on est assez sérieux, quoi. Voilà. Complètement.
On va peut-être passer sur le deuxième temps. Ce qui m'intéresse moi aussi, c'est de savoir, parce que bon, là, vous revenez tous plutôt enchantés de votre expérience, mais j'imagine que avant tout ça, forcément, avant de partir, vous aviez peut-être quelques réserves, quelques craintes, parce que, comme on l'a dit, partir à l'étranger, ça suppose quand même de sortir de sa zone de confort. C'est pas si évident au final. Donc, est-ce que vous aviez quelques appréhensions, quelques craintes avant de partir et si oui, lesquelles? Je sais pas, on peut commencer par toi, Paola. Alors oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi très normal d'avoir des craintes avant de partir. Pour moi, je pense la plus grande peur, entre guillemets, que j'avais, c'était de me retrouver toute seule à l'étranger. Puisque j'étais très à l'aise en Allemagne, à la fac, je me sentais très bien et partir, c'était quand même un obstacle à surmonter. Mais si je peux peut-être donner des conseils, comment surmonter ça. Pour moi personnellement, j'ai participé à des clubs de l'université. Donc souvent là, on peut rencontrer des gens qui partagent les mêmes intérêts que nous. Par exemple, moi, j'ai participé à un club anglo-allemand où on a fait des jeux de société dans les deux langues. Et aussi, j'ai participé à un cours qui était fait exprès pour les internationaux et qui abordait un peu la politique, l'histoire et la culture anglaise, britannique. Et donc là, j'ai déjà rencontré plein de gens qui partageaient mes intérêts tout au début de mon séjour au Pays de Galles. Et voilà, donc ça, ce sont des conseils à donner peut-être si on cherche des gens et on part pour un séjour d'études. Ok. Et toi, Greta, est-ce que tu avais aussi des appréhensions? Alors, moi, personnellement, pas trop, parce que surtout, j'étais en Erasmus, mais aussi cette fois-ci, j'ai pensé plutôt au fait que j'allais partir, plutôt que à ce que pouvait se passer une fois que j'étais là-bas. Donc, j'avais vraiment envie de prendre l'avion et être à l'étranger. Euh, Toi, t'avais mais peur de jamais revenir, toi. Là, ça, c'est ma mère plutôt que moi. Mais oui, mais désormais, c'est certitude, ça, que je vais pas rentrer en Italie pendant longtemps, au moins pour les prochaines années. Mais quand même. Mais c'est vrai que quand j'étais là, surtout, par exemple, quand je suis arrivée hum, en septembre pour mon volontariat, j'ai commencé à avoir peur d'être seule, de ne pas développer des liens forts avec des personnes. Et ce que j'ai vu, c'est que il faut avoir aussi un peu de chance, mais que surtout quand on part avec des programmes européens, comme, donc un Erasmus études et un volontariat dans mon cas, parce que c'est ce que je connais, souvent on est entouré par d'autres personnes comme nous qui font la même expérience ou quand même s'y trouvent dans la même situation. Donc moi, j'ai connu d'autres volontaires ici à Reims qui ne travaillent pas avec moi, mais qui font la même chose que moi en tant que volontaire. Et donc, c'est beaucoup plus facile, selon moi, de rencontrer quelqu'un parce qu'on n'est pas les seuls qui partent avec un programme européen. Et comme on est tous dans la même situation, on a la tendance à être ensemble et à se connaître. Après, c'est pas donné qu'on se trouve bien ensemble, mais c'est quand même quelque chose de sûr. On n'arrive pas seul dans une université étrangère parce qu'on a décidé de la fréquenter et on est les seuls étrangers là-bas sans personne qui puisse nous guider. Et donc, je comprends la crainte de la solitude, mais en fait, c'est pas si horrible en disant. Et par rapport à la langue, c'est pas une crainte que j'avais maintenant, mais non, le sens que j'avais pour venir en France. Mais comme je vais partir encore et dans un pays où je connais pas la langue, pour y vivre, j'ai un peu peur de ça. Mais je crois que il faut simplement, c'est plutôt l'inconnu qui nous fait peur. C'est Et tu l'inconnu. vas partir dans quel pays? Je vais en Allemagne et je connais ni un mot d'allemand, mais j'ai commencé à faire un peu des cours de Duolingo, donc quelques mots, donc peut-être connaître les mots bases et après ça va venir avec le temps.
Bah, absolument. Super. Et toi, Lionel, de ton côté? Alors moi, c'est un peu comme Greta, j'avais pas particulièrement de peur ou de crainte, vu que c'était mon rêve de partir en Espagne. Après la langue, un petit peu quand même. J'avais peur de pas arriver à me faire comprendre parfois ou de pas comprendre les autres. Donc ça, c'était une petite crainte. Mais en fait, quand quand on est dans un pays étranger et qu'on fait l'effort de parler la langue, les gens nous aident en fait. Ils sont contents de voir qu'on parle leur langue et qu'on ait un accent ou qu'on hésite sur un mot, il y a pas de souci, faut pas avoir honte par rapport à ça. Un étranger qui vient en France et qui vient nous parler, on va l'aider. On va pas lui dire mais t'es bête, mais il C'est faut que tu parles évident, pas on va pas se français. mettre à rire, quoi. Donc ça, je comprends que c'est une peur. Voilà, c'est ça. Je comprends que c'est une peur avant d'y aller. C'est légitime. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Voilà. Mais faut pas que ce soit une peur. Honnêtement, faut vraiment pas que ce soit le blocage pour ceux qui ont envie de partir. Franchement, ça serait dommage. Ok. On n'a qu'une vie et faut. Non, non. Franchement, faut pas que ce soit le blocage. Ensuite, l'argent, bah, on a une bourse, hein, donc pour moi, ça pose pas de souci réellement. Après, voilà, donc je pense pas que c'est ce qui pourrait poser problème. Quitter son environnement, ça dépend, voilà, si on a des attaches vraiment dans son pays d'origine. Mais bon, moi, c'était pas une peur et j'étais en colocation, donc c'est vrai qu'il y a d'autres personnes avec moi qui venaient de l'étranger et j'ai fait des connaissances là-bas, donc il n'y a pas de souci. Et l'environnement culturel, bah faut s'adapter en fait, tout ce qui est mangé à 22 heures en Espagne, 22 heures, 23 heures, manger à 14, 15 heures, mais ça c'était pas un souci parce que voilà, comme j'ai toujours rêvé d'aller en Espagne, moi je me suis adapté facilement quoi. Donc à part la Ok. langue, qui était vraiment une peur mais légitime, mais qui ne doit pas être une peur en fait. Voilà. Donc Ok. foncez. C'est plus impressionnant que ce que c'est vraiment au final, quoi. Et en y étant, franchement, avant de partir, on a peur, mais en y étant, la peur, elle part pas tout de suite, hein, au bout de quelques jours, franchement. C'est quand même qu'on part en vacances, on a toujours cette appréhension de la langue ou de l'environnement, et après, on n'a jamais envie de repartir. Enfin, souvent, c'est Mm, comme mm. ça. Voilà. Ok, bon, je crois que on a un petit peu Oui. dépassé le timing, mais peut-être pour conclure, qu'est-ce que concrètement cette expérience à l'étranger vous a apporté? Pour vous, c'est quoi le principal atout que de partir à l'étranger? Ah, il y en a plein, je suis sûre. Moi, personnellement, vous m'entendez? Oui. Moi, personnellement, je crois que dès que je commençais à voyager seule, à faire des expériences, des longues expériences à l'étranger toute seule, j'ai beaucoup plus de confiance en moi parce que c'est pas évident d'être à l'étranger, de devoir se débrouiller, même si on comprend la langue, même si à un bon niveau. Donc j'ai beaucoup plus de confiance en moi. J'ai vu que j'ai pas vraiment besoin de ma mère et de mon père pour aller chez les médecins et pour trouver des solutions à des choses qui, dans un premier moment, semblent énormes, mais après sont facilement, euh, on peut facilement trouver des solutions. Et donc ça, et après, je pense aussi, on ne se rend pas compte, mais on devient de plus en plus indépendante et flexible aussi. Et j'ai vu ça surtout avec cette expérience parce que c'est vraiment long. Ça fait 8-9 mois que je suis là, donc je le vois et je pense que j'ai vraiment changé un peu mon approche. Que c'était aussi ce que j'ai cherché avec une expérience qui n'était pas d'études. Et je suis toujours la même personne, mais comment dire, un peu changer positivement. Plus confiante, oui. Alors, c'est vrai que nous, au sein de Christelle, on accompagne des jeunes de Nancy et des environs, bah voilà, en volontariat européen, et on les voit vraiment complètement changer entre le moment, enfin avant qu'ils partent et quand ils reviennent, ils ont une assurance qui est complètement autre, et je pense que parfois ils se dépassent eux-mêmes, enfin ils sont eux-mêmes surpris de la façon dont ils ont pu se débrouiller, trouver des opportunités, tisser des liens à l'étranger. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, la chose la plus intéressante dans le volontariat ou dans toute expérience à l'étranger d'ailleurs. Et pour toi, Lionel?
Donc, moi, il y a que des atouts à partir, il y a que des points positifs, hein, des bénéfices, hein. Donc, tout d'abord, d'un point de vue linguistique, il n'y a pas meilleure chose que de partir dans le pays pour apprendre la langue. Rien que d'entendre les gens parler la langue, ça permet, rien que de l'entendre, en fait, dans les sonorités, ça permet d'assimiler la prononciation, l'accent, tout. Et le fait de parler, voilà, directement avec les natifs, ça permet vraiment de progresser beaucoup plus qu'en étant dans son pays d'origine. Au niveau d'autonomie, c'est vrai que on fait les courses, manger, tout ça. Tout ce qui est démarche administrative, il n'y avait pas à faire. L'association Parcours le Monde s'est occupée de tout. J'avais pas besoin de m'inscrire à l'assurance maladie en Espagne. Je continue à garder avec la carte européenne d'assurance maladie. Il n'y a pas de démarche particulière au niveau administratif. Donc ça doit pas freiner en fait. Ensuite, l'adaptation dans un pays étranger aussi, on apprend beaucoup de choses, on rencontre d'autres personnes également, donc on apprend beaucoup de choses d'un point de vue de la culture, etc. Dans l'entreprise aussi également une autre façon de travailler. Bon là, tout le monde parlait français, pratiquement le professeur, donc j'étais pas trop dans un environnement espagnol, à part les cadres, les personnes, la chef, la directrice de l'école. Mais voilà, c'est comme une entreprise qui est basée en Espagne, donc c'est comme une manière de travailler différente. J'avais cours par exemple jusqu'à 21h. En France, on travaille pas jusqu'à 21h, c'est décalé les horaires, donc il y avait dans ce point de vue-là. Et oui, tout ce qui est mode de vie et culture, c'est vraiment un atout en fait. Voilà. Ok, merci pour ce retour. Et toi, Paola, alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ces moultes Alors, expériences. oui, voilà, déjà, ça m'a donné envie de faire d'autres mobilités et de continuer mes études à l'étranger, ce que j'ai fait avec mon master franco-allemand. Et je pense que étudier à l'étranger, après, ça dépend du cursus, mais pour moi, c'était aussi une manière d'étudier qui était plus lente. Ça veut dire que j'avais moins de cours, j'avais moins de stress, donc c'était vraiment étudier et profiter d'une nouvelle culture, d'un nouveau pays en même temps, pendant que quand on fait les études dans son pays, souvent on se met quand même du stress et c'est très important de réussir, d'être rapide, de tout faire. Et par contre, à l'étranger, tout est un peu ralenti, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et sinon, je pense aussi, comme Greta elle a dit, aller chez le médecin la première fois à l'étranger, c'est toujours intéressant, c'est un challenge. Donc, je pense que je suis devenue plus résiliente et j'ai amélioré mes compétences de m'adapter à des nouvelles circonstances aussi. Oh, c'est pas rien, hein, effectivement. Eh bien, super. Peut-être, Raphaël, tu veux ajouter quelque chose à Écoute, tous on a ces trois exemples parfaits qui ont tout dit. J'ai presque plus rien à dire. Si, j'ai quand même des choses à dire, mais c'est surtout sur les atouts de la mobilité. C'est vrai qu'on en est conscient en France de plus en plus, même si on peut faire une césure maintenant à Parcoursup après le bac, mais pas encore toujours, hein. La preuve, même le vocabulaire qu'on utilise des fois quand on parle de séjour à l'étranger, même année sabbatique? voilà, Oui, l'année c'est un peu, sabbatique, vous n'allez le rien gap year, faire. un trou, l'année de césure, une coupure, faire un break. C'est pas très encourageant. Moi, au contraire, on le voit avec Lionel, Paola et Greta. Au contraire, c'est pas du tout une coupure, c'est une période de mobilité à l'étranger, quelle qu'elle soit, hein. C'est une période d'apprentissage, on apprend beaucoup de choses. On l'a vu, on apprend la langue, bien sûr, ça c'est le plus évident. On se rend compte qu'on n'est pas si mauvais que ça, finalement, qu'on peut apprendre une langue, même si on est français. Voilà. On peut communiquer, il ne s'agit pas d'être bilingue, d'être un grand linguiste, il s'agit de pouvoir échanger, communiquer, et ça c'est le but, hein. On apprend, tout a été dit, à s'adapter à un pays différent, hein. On se rend compte qu'on a des capacités d'adaptation. Ça c'est important. Une entreprise, plus tard, lorsqu'elle voit votre CV avec une expérience à l'étranger, même si ce n'est pas écrit dans toutes lettres, elle sait que vous êtes quelqu'un qui s'adapte à des collègues différents, à un environnement différent, à des partenaires différents, quelqu'un qui parle une langue étrangère, quelqu'un qui a vu d'autres façons de faire, d'autres façons d'étudier, qui a vu qu'une entreprise, je sais pas, au Royaume-Uni ou en Finlande, c'était merveilleux. Une université en Finlande, par exemple, c'est très très différent de la France. Tout n'est pas comme en France, il faut le savoir. On n'est pas toujours conscient en France, hein.
On apprend à l'autonomie, hein, Greta l'a précisé aussi, c'est souvent une première fois où on doit tout faire et ça, c'est pas toujours évident, les choses du quotidien, le repas. Hein, alors au début, c'est riz, pâtes, riz, et pas pendant un an. Hein, on apprend un petit peu à. On apprend quoi d'autre? Il y a 7-8 apprentissages comme ça qui sont. On s'en rend pas forcément compte. Hein, tous les jours, on note pas dans son carnet de voyage. Tiens, aujourd'hui, j'ai appris les capacités d'adaptation. Tiens, aujourd'hui, j'ai appris l'autonomie. Mais c'est lorsqu'on rentre. Hein, souvent, vos proches vont vous trouver changé ou vous ont trouvé changé en quelques mois. Ça rebooste beaucoup. Moi, vraiment, je conseille cette expérience-là de mobilité. Donc, c'est une façon d'être reboosté, de voir les choses différemment, de ne pas rester un peu trop fermé. Des fois, en France, on a un petit peu tendance à une période un petit peu pessimiste, des fois, mais moi, c'est vrai que tous les jeunes qui sont partis, avec qui je discute, hein, même sans partir un an, hein, quelques mois déjà, c'est une bouffée d'air frais, c'est des apprentissages nouveaux, c'est de nouvelles rencontres. On est plus positif, plus optimiste. Et ça, c'est important, hein, être optimiste, s'adapter, être ouvert, être force de proposition dans une entreprise. C'est que des compétences qui sont fondamentales pour moi. Ça s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend pas toujours en famille non plus. Hein. Donc ça, voilà, je répète un peu tout ce que ont dit nos trois invités. Moi, je qualifie toujours la mobilité par alors cette fois-ci, c'est pas les 3 A, c'est les 4 A. C'est apprendre autre chose ailleurs, autrement. Voilà, ça c'est ma petite conclusion. Et restez discuter avec nous, hein, pour ceux qui sont en ligne sur la plateforme à l'issue. Posez-moi des questions. Là, on n'a pas pu aborder plein d'autres formes de mobilité, mais il y a plein d'autres opportunités possibles. Donc, on vous attend sur la plateforme jusqu'à 17h. Voilà pour moi j'en ai terminé. Super, merci beaucoup Raphaël. Merci à vous Paola, Lionel, Greta pour votre témoignage. Je pense que c'était très intéressant pour les internautes qui ont suivi la conférence. Et peut-être je peux ajouter que dans tous les cas, peu importe le type de parcours que vous avez et le type de mobilité que vous voulez faire, sachez que tout le territoire du Grand Est est maillé de tout un tas d'acteurs qui sont spécialisés dans plusieurs types de mobilité et qui peuvent vous accompagner, vous informer, vous donner les astuces. Encore une fois, vous n'êtes pas tout seul et n'hésitez pas à faire appel à eux. Donc, quand je dis à eux, c'est aussi bien au CRIJ de Reims. On a parlé de Parcours le Monde. Il y a l'association Christelle dont je fais partie, mais il y a encore aussi, je vais pas toutes les citer, mais plein d'associations qui peuvent vous aider. Donc voilà, et puis au plaisir d'échanger avec vous tout au long de l'après-midi. Je sais pas s'il y a encore des questions. J'ai pas l'impression. Eh ben écoutez, merci encore pour votre attention et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.